Un dernier mot sur cet arrêt qui me paraît assez extraordinaire. Paragraphe 77 de cet arrêt de la Cour de Strasbourg. Le secret professionnel se décline avant tout en obligation à la charge des avocats. On se posait la question de savoir ce que c'était que le secret professionnel. Je vous disais, je ne vais pas répéter ce que j'ai dit depuis le début de mon propos, je vous disais que c'était une obligation à la discrétion, une obligation au fait de ne pas parler. Donc, ça concernait précisément une obligation à la charge de l'avocat. Ce n'était pas une qualité objective qui eût été prêtée à un élément matériel comme une correspondance ou un demi-matériel comme une écoute téléphonique, c'était un comportement d'avocat. Vous avez l'obligation, nous avons l'obligation de nous taire, mais ils ont le droit d'écouter. Voilà quelle est en quelque sorte, en substance, la situation. C'est le triomphe de la conception subjective du secret professionnel. C'est au fond la réduction à rien de l'article 66-5 de la loi de 71 dont je vous ai suffisamment parlé pour ne pas y revenir. C'est le primat de la société, des intérêts de la société, des intérêts de la transparence, des intérêts de la répression qui s'affirment de plus en plus aussi bien à Paris qu'à Strasbourg. C'est la préférence pour la sécurité. Je me rappelle à ce sujet le vieux mot de Benjamin Franklin que tout le monde connaît: un peuple prêt à sacrifier un peu de liberté pour un peu de sécurité ne mérite ni l'une ni l'autre et finit par perdre les deux. Puisse le ciel dire qu'il a eu tort. Merci. Il va de soi que, pour autant que vous voyez les questions, parce que je n'ai pas de point de vue personnel, enfin presque, bon, pas trop, sur ce problématique, mais je vous ai exposé ce qu'il en était, mais je suis tout prêt à répondre aux questions. Je ne sais pas d'ailleurs si on peut garder la salle, je ne sais pas si quelqu'un, mais... Ouais. Oui. En réalité, ce n'est pas une question. Ce qu'on constate généralement, ce que vous venez d'expliquer, ce que notre confrère nous a expliqué pour les perquisitions, aussi dans bien des domaines, ce que nous constatons, au début j'allais dire une érosion de l'état de droit. En réalité, nous sommes face à un effondrement de l'état de droit. Quand j'entends que la consultation qualifiante d'un avocat peut être considérée comme un acte de complicité, c'est les fondements de l'état de droit qui sont remis en cause. À propos de la CEDH, je me souviens d'un mot il y a très longtemps qu'un ami de la FIDH, Hervé Dupont-Mono, que vous avez connaître, que vous connaissez certainement, qui m'avait dit quand le Conseil de l'Europe s'est élargi avec les anciennes républiques soviétiques, il m'a dit: Maximilien, tu vas voir, le niveau de protection va baisser. Parce que comment expliquer certaines choses, certains concepts que nous avons, vous parlez par exemple du droit des transsexuels, un juge assez... voilà. Je cite, fin de citation. Je ne pense pas que la Cour européenne des droits de l'homme soit aujourd'hui l'organe juridictionnel le plus à même de faire avancer les droits de l'homme, malheureusement. Car il y a un nivellement. Il y a un nivellement. Et puis sur le secret professionnel, nous savons que les anglo-saxons, par exemple, n'ont pas la même conception que nous, du secret professionnel. L'avocat témoigne chez eux, il peut témoigner dans ce système-là. Donc, pour moi, l'espoir n'est pas malheureusement la CEDH. S'il y a un combat à mener, c'est en France. C'est chez nous qu'il faut mener ce combat. Et ce combat ne nécessite pas, ne concerne pas le législateur non plus, puisque le juge vous dit, cause toujours, tu m'intéresses. En gros. Donc vous pouvez toujours faire des lois, etc. Le juge va dire, bon, moi je fais ce que je veux, l'interprétation, l'acte prétorien qui me plaît. Donc il y a peut-être, la question se pose réellement, en termes de combat pour le droit, pour ne citer qu'un éminent juriste,
aujourd'hui en termes de la défense de l'état de droit. À un moment donné, nous ne pouvons plus exercer notre profession si tous ces fondements sont remis en cause. Bien sûr, je suis ce que vous dites, mais je pense que ce qui est important à retenir, c'est là où nous en sommes. Parce que ce qui m'inquiète beaucoup au fil d'une carrière qui commence à être un peu longue et qui a été quand même en large part ordinale, c'est de voir l'illusion d'un certain nombre de confrères sur la protection du secret professionnel. Et nous avons le devoir de connaître la limite du secret professionnel dans le droit positif, hein, tel que je vous l'ai exposé, de manière à en tirer les conséquences et à ne pas leurrer nos clients sur une protection que nous ne pouvons pas leur donner, ni nous mettre nous-mêmes dans des situations de risque, alors qu'en réalité, il y a des violations très faciles qui peuvent être faites. Ce que je voulais essayer de vous faire passer aujourd'hui, c'est cette idée de l'absence à peu près totale de portée d'un secret professionnel matériellement défini. Je veux dire, accordé à un type de document. Ça, c'est 66-5. Mais 66-5, il a volé en éclats. Et quand on voit cette dernière formule que je vous citais, le secret professionnel se résume en une obligation à la charge des avocats, c'est vraiment un problème d'attitude subjective. Autrement dit, nous devons nous taire, si nous parlons, nous commettons une infraction, mais nous ne pouvons pas en tirer la conséquence que venir fouiller dans nos tiroirs quand on est juge d'instruction, ça constitue quelque chose d'insupportable. Que nous le vivions comme insupportable, que nous appelions de nos voeux une modification législative, soit dit entre nous par les temps qui courent, ça me paraît mal parti. Mais peut-être un jour, on ne sait pas. Ça me paraît un combat qui mérite d'être porté, mais surtout ne nous illusionnons pas. Arrêtons de nous encombrer l'esprit avec ces notions de secret général, absolu, illimité et autres bêtises. Je ne suis pas sûr que ça ait jamais été vrai, sauf peut-être au 19e siècle, au temps de ce délicieux arrêt, je crois que je vais l'afficher dans mon bureau, de 1897, et c'est vieux quand même tout ça. Et même à l'époque, je ne suis pas sûr que c'était aussi fort que ça, puisque dès l'Ancien Régime, on voit que c'est une obligation subjective. Donc au fond, pour moi, derrière ce qu'on ne peut pas s'empêcher d'avoir comme discours un peu polémique dans une situation de ce genre, c'est de dire, oui, bon, d'accord, c'est regrettable, mais c'est comme ça. Donc, attention, attention. D'autres questions ?